Je vais donc appeler à cette table ronde Anne Dux, qui est docteure en médecine, directrice des affaires scientifiques et réglementaires de la FEBA, qui est la Fédération de la beauté, qui regroupe les entreprises. Et Jean-François Fontaine, bien sûr, d'ICEF, qui va également donc venir pour cette table ronde. Et donc, comme tu veux, tu peux te mettre là-bas aussi. Nous allons parler donc cette fois-ci des allergies et des cosmétiques, et nous avons également souhaité parler, comme on vient de faire pour les produits ménagers, les outils d'information. Alors là, nous avons des applications sur nos iPhones. Moi, j'en ai une d'ailleurs, voilà, donc il y en a plusieurs, et Anne Dux a gentiment accepté donc de nous les présenter et de nous faire la comparaison des applications. Vous savez que de plus en plus des personnes maintenant vont faire leurs courses avec leur iPhone et regardent le produit qu'elles vont acheter. Bon, ça, il faut avoir du temps quand on fait ses courses pour utiliser son application, mais même pour les cosmétiques aussi, on peut avoir des informations. Donc je remercie beaucoup Anne Dux d'avoir accepté de venir nous parler ce matin donc, de ces différentes applications concernant les cosmétiques. Bien, merci beaucoup et bonjour à tous. Effectivement, on a vu apparaître depuis à peu près une année de multiples applications qui aident les consommateurs à choisir des produits, que ce soit des produits alimentaires ou des produits cosmétiques. Et donc, est-ce que vous avez une idée du nombre de produits cosmétiques qui sont référencés en moyenne sur une application mobile que vous utilisez ? Plus de 100 000. Hein. Il y a vraisemblablement, on ne sait pas exactement, mais il y a vraisemblablement 1 million de produits cosmétiques différents sur le marché européen, qui est un énorme marché. Et il y a plus de 100 000 produits qui sont référencés sur les applications. Donc ça n'est pas exhaustif, mais ça représente quand même un nombre important de produits. Alors, le travail qu'on a entrepris à la FEBA, lorsque les applications sont apparues, on a commencé par regarder. Donc la FEBA, c'est donc le syndicat professionnel de l'industrie cosmétique. Et on a donc commencé par regarder comment fonctionnaient ces applications et quel type d'informations elles donnaient aux consommateurs. Et donc on a étudié 5 applications. Alors là, je vais vous présenter, vous allez voir que dans ces 5 applications qu'on a étudiées il y a à peu près 1 an, il y en a déjà une qui a disparu. Et donc, là, je vais vous donner pour les applications donc la note que leur attribuent les consommateurs. Donc, c'est le premier chiffre que vous avez. Donc, Yuka, qui est la première application téléchargée, elle est utilisée par plus de 10 millions, enfin, elle est téléchargée par plus de 10 millions de téléphones. Ça ne veut pas dire qu'elle est utilisée par plus de 10 millions de personnes, mais elle est téléchargée par plus de 10 millions de téléphones. Elle a actuellement une note de 4,5 sur 5. Il faut savoir que cette note a baissé. Les notes varient au cours du temps. Et elle recense 200 000 produits. Et donc, le volet cosmétique de cette application a été lancé il y a un peu plus d'1 an. La deuxième application est l'application Quel Cosmétique, qui est une application qui a été développée par l'UFC Que Choisir. Elle a une note un peu plus élevée, elle a un peu moins de produits, et elle a été lancée un peu avant Yuka sur la partie cosmétique, puisque Yuka a été lancée bien avant sur la partie alimentaire. Une autre application s'appelle Inky Beauty, elle est déjà plus confidentielle. Et enfin, il y a une application qui s'appelle Clean Beauty, qui est également relativement confidentielle et qui fonctionne d'une façon différente des 3 premières. Et puis, il y avait une application qui n'existe plus. Voilà, les applications que l'on trouve actuellement sur le marché. Alors, ces applications, la première chose qu'on a faite, donc c'est des applications qui s'intéressent aux produits. Et la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a pris un produit. Alors, dans mon bureau, il y a beaucoup de produits cosmétiques, donc on a pris un produit au hasard dans mon bureau, qui était un produit de protection solaire que moi je considère comme un produit d'excellente qualité. C'est un produit que j'utilise et que je donne à mes enfants, donc voilà, je considère ça comme un produit d'excellente qualité. On a pris une protection modérée, donc un SPF 20, et on a regardé quelle était la notation que donnait l'application. Et ça a été mis à jour pour la présentation d'aujourd'hui, donc c'est la notation actuelle, puisque la notation évolue. Donc Yuka considère que ce produit est mauvais et lui met un feu rouge parce qu'il contient un filtre solaire.
Et pour Yucca, tous les filtres solaires sont considérés comme étant à risque élevé. Donc je ne sais pas comment on fait pour se protéger du soleil. Inky Beauty lui donne une note de 9,7 sur 20, puisqu'il y a 5 ingrédients pas terribles, 4 ingrédients satisfaisants et 20 qui sont bons. Quel cosmétique considère qu'il n'y a aucun risque identifié pour les filtres solaires et considère que ce produit peut être utilisé pour toutes les catégories d'âge, puisque maintenant, Quel Cosmétique vous donne un résultat par catégorie d'âge, par population. Et Clean Beauty vous dit qu'il n'y a aucun ingrédient controversé ou allergène détecté. Donc vous voyez déjà que pour un même produit, on a un résultat extrêmement différent. Alors, comment est-ce que ça s'explique, ce résultat différent? Alors, il faut d'abord savoir comment fonctionnent ces applications, parce qu'une partie du problème vient simplement du mode de fonctionnement de ces applications. Ces applications reconnaissent le produit cosmétique en scannant le code barre. Si vous regardez des tas de produits de consommation, vous allez trouver sur ces produits un code barre, qui est donc un code à 13 barres, qui est un code qui s'appelle également EAN13, qui est un code standard qui sert à la distribution. C'est un code qui sert à gérer les informations que le metteur sur le marché donne au distributeur. Et en fait, ce code barre permet d'appeler des informations telles que la taille du produit, le poids du produit, le nombre de produits qu'on met dans un colis, le poids des palettes. Donc vous voyez que ça n'a absolument pas des informations sur la composition des produits. Et donc, le premier problème qu'il y a, c'est que ce code barre ne change pas quand la formule d'un produit change. Or, comme vous en fait état tout à l'heure, les données de la science évoluent, les formulations changent en permanence, et on ne change pas les codes barres quand on change la formule du produit. Alors, on ne change pas les codes barres pour des raisons compliquées, dans lesquelles je reviendrai si vous le souhaitez, mais ce n'est pas le propos. On change les formules des produits cosmétiques tellement souvent que vous pouvez trouver sur le marché 3 produits de formules différentes avec le même code barre au même moment. Voilà. Donc le code barre n'est pas un moyen pertinent pour être sûr que le produit que vous scannez est bien le produit pour lequel vous avez l'information. C'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'une fois que vous avez scanné et reconnu ce code barre, il faut que vous fassiez appel à une base de données dans laquelle vous enregistrez des produits. Et ces applications utilisent des bases de données différentes pour identifier le produit, pour savoir que quand vous scannez le code barre, eh bien, c'est le produit solaire qu'il y a dans mon bureau. Yucca utilise une base de données participative qui s'appelle Open Beauty Fact, que vous pouvez consulter vous-même sur Internet. Elle est directement accessible sur Internet, qui est une base de données dans laquelle les informations sont remplies par des consommateurs et ne sont donc pas vérifiées. Donc il y a des erreurs dans les noms Inky qui sont saisis par les consommateurs. Quel Cosmétique se comporte différemment. L'UFC Que Choisir a rentré eux-mêmes la liste des ingrédients, et lorsqu'il y a un produit qui est inconnu, ils demandent à l'utilisateur de prendre une photo du produit avec une photo de la liste des ingrédients pour pouvoir la saisir. Ça ne règle pas le problème du changement de la formule, mais au moins, ça donne au moins une exactitude de la formule. Voilà. Alors, par ailleurs, l'autre problème qu'il y a, qui vous explique les différentes annotations, c'est que ces bases de données, ces applications, s'appuient sur des appréciations des ingrédients qui, d'abord, sont des appréciations des ingrédients qui reposent sur le danger et pas sur le risque. Il n'y a aucune appréciation de la concentration de l'ingrédient, mais c'est surtout des appréciations qui s'appuient sur des données qui ne sont pas forcément des données scientifiques, en tout cas pas forcément des données solides. Alors la meilleure preuve, je vous ai choisi au hasard 5 ingrédients qui vont du polysorbate 60 au salicylate de benzyle. Vous voyez que les notes fournies par 3 applications sur ces 5 ingrédients sont largement différentes. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc autrement dit, pour résumer, on a une mauvaise reconnaissance du produit, des erreurs sur la saisie des formules et des appréciations sur les ingrédients qui sont contradictoires. Alors, je vous rappelle quand même, parce que vous n'êtes pas forcément des familiers de la réglementation cosmétique, qu'en matière de produits cosmétiques, il n'y a pas de liste d'ingrédients que vous êtes autorisé de mettre dans un produit. On peut mettre ce qu'on veut dans un produit cosmétique, à 3 réserves majeures. Premièrement, il y a une liste d'ingrédients interdits et une liste d'ingrédients dont la concentration est réglementée. Deuxièmement, pour 3 catégories d'ingrédients qui sont les conservateurs, les colorants et les filtres solaires, il y a une liste positive. Vous n'avez pas le droit d'utiliser un conservateur qui n'est pas sur la liste des conservateurs. Et ensuite,
pour chaque ingrédient que vous utilisez, vous devez procéder à une évaluation de la sécurité de cet ingrédient qui vous garantit qu'à la concentration à laquelle vous l'utilisez, dans le produit dans lequel vous voulez l'utiliser, l'ingrédient est sûr. Exactement comme le toxicologue de Procter vous a expliqué tout à l'heure pour les détergents, c'est exactement pareil. Voilà. Alors, on a donc présenté ce travail. Ce travail a été repris dans un petit booklet. Le travail que je viens de vous présenter a été repris dans un petit booklet que vous trouverez à l'entrée. Et à la fin, il y a sur les ingrédients les plus souvent controversés des données, un résumé de l'état de la science sur ces ingrédients pour vous expliquer que les controverses ne sont pas toujours justifiées. Et donc, on a, sur cette base-là, organisé des rencontres avec la presse et on a présenté nos résultats. Mais on ne s'est pas arrêté là parce que ce qui se passe, c'est très clairement les consommateurs veulent des informations sur les produits. Et c'est légitime, le souci de transparence est légitime. L'industrie cosmétique a cru pendant très longtemps que donner la liste complète des ingrédients, puisque vous savez que vous avez la liste complète des ingrédients sur un produit cosmétique, sous la forme, cette fameuse forme INCI, était de l'information. Mais en fait, c'est incompréhensible. C'est une nomenclature internationale qui est faite parce que les produits circulent dans le monde entier, mais le consommateur moyen ne sait pas ce que c'est. Il y a un exemple extrêmement classique qui est le fameux castor oil que vous voyez régulièrement sur les produits cosmétiques. Ça n'est pas de l'huile de castor, hein. C'est de l'huile de ricin. Donc ça n'a vraiment strictement rien à voir. Voilà. Et donc, on a décidé, dans un premier temps, de faire cette petite brochure pour donner de l'information sur comment fonctionnent les applications. Bon, ensuite, on s'est dit que ça ne suffisait pas et qu'il fallait nous-mêmes qu'on rende publique une base de données sur les ingrédients. Alors, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de liste positive d'ingrédients cosmétiques, sauf qu'il y a un dictionnaire INCI. Et donc, vous ne pouvez trouver sur un produit cosmétique que des ingrédients qui ont un nom INCI. Donc, on est parti de la liste des noms INCI. Il y en a 25 900, quand même, sachez-le. Et on a donc mis en ligne une base de données sur les ingrédients qui est accessible à tout le monde sur le site de la FEBA. Et pour chaque ingrédient, on donne le nom INCI, la fonction de l'ingrédient, à quoi il sert, à quoi ça sert de mettre cet ingrédient dans un produit cosmétique, quel est son nom chimique en français ou quelle est sa description, en particulier pour les ingrédients végétaux, on donne plutôt leur description que le nom. Quelle est son origine? Est-ce que c'est une origine végétale, animale, de synthèse, de biotechnologie? Ça peut être plusieurs origines pour un même ingrédient, on peut avoir plusieurs origines. Est-ce qu'il est réglementé? Et pour 300 ingrédients qui sont médiatisés d'une façon ou d'une autre, il y a une information toxicologique compréhensible, on l'espère, par tout le monde, pour expliquer comment on répond aux inquiétudes sur l'ingrédient. Voilà. Alors, donc 25 900 ingrédients, 50 fiches toxicologiques qui couvrent 300 ingrédients. Et cette base de données existe en deux formats. Un format pour le consommateur accessible sur le site internet de la FEBA et un format plus détaillé, plus complet sur le plan toxicologique pour nos adhérents, parce que nous souhaitons que les entreprises cosmétiques reprennent à leur compte ces informations et diffusent également de l'information à leurs consommateurs. Et donc, ça nous a paru important. Vous savez que l'industrie cosmétique, c'est surtout des PME, contrairement à l'image que vous en avez. Vous connaissez surtout L'Oréal, LVMH, etc. Mais c'est surtout 80% de PME. Donc, il faut leur apporter de l'aide dans la communication. Donc, on leur a mis à disposition des informations plus détaillées. Bon, mais... Alors, donc voilà, cette base de données, vous avez là l'adresse et vous aurez la présentation si vous voulez y accéder. Alors, voilà une fiche toxicologique pour le consommateur, par exemple sur le résorcinol, qui est une substance indispensable pour la coloration capillaire, mais qui est suspectée d'être perturbateur endocrinien. Donc la fiche vous explique quel est son nom, à quoi ça sert, pourquoi il est mis en cause et quels sont les éléments qui permettent de répondre à cette mise en cause. Parfois, la fiche dit on ne peut pas répondre à la mise en cause parce que les données sont insuffisantes. Voilà. On espère simplement que cet ingrédient-là n'est pas utilisé. Mais nous, on ne se prononce pas sur l'utilisation. Alors, ceci dit, cette base de données, c'est indispensable, mais elle n'est pas très pratique puisqu'il faut rentrer le nom INCI de l'ingrédient pour avoir accès à la fiche. Alors, il suffit de rentrer les 3 premières lettres et vous avez un menu déroulant qui vous propose des noms, mais c'est quand même pas extraordinairement pratique. Donc, nous sommes en train de développer une application mobile.
mais pas une application mobile comme celle qui existe sur le marché, puisque notre objectif, c'est de donner de l'information réelle sur les ingrédients. Donc le choix qu'on a fait est un choix technologique différent, qui est plus compliqué, et c'est la raison pour laquelle il n'est pas ou peu utilisé, qui consiste à scanner la liste des ingrédients et à reconnaître les noms des ingrédients. Donc c'est plus compliqué que scanner un code barre, et ça suppose une mise au point un peu plus compliquée. Voilà. Et donc on est en train de la développer. Cette application est développée avec le soutien de la Société française de cosmétologie et pas de la Société françoise de cosmétologie. Dans un premier temps, elle sera destinée aux gens qui sont en contact direct avec les consommateurs, c'est-à-dire aux coiffeurs, aux conseillers de vente, aux pharmaciens, aux médecins. Voilà. Et dans un second temps, elle sera déployée à destination des consommateurs. Alors voilà comment ça va se présenter. Vous allez donc scanner une liste d'ingrédients. Alors ce n'est pas une photo, c'est un film, parce que pour arriver à prendre la totalité de la liste des ingrédients sur des choses qui sont parfois circulaires, ça ne peut pas être une photo, donc c'est un film, voilà. Ensuite, vous allez obtenir votre liste d'ingrédients qui sera non pas dans l'ordre du scan, mais par ordre alphabétique, parce que le système de reconnaissance ne reconnaît pas forcément les mots les uns après les autres. Donc voilà, donc ça sera par ordre alphabétique. Vous pourrez demander un tri pour savoir quels sont les conservateurs qu'il y a dans la formule, quels sont les filtres solaires, quels sont les autres ingrédients. Voilà. Et en cliquant sur le nom de chaque ingrédient, vous appellerez exactement la fiche qui est disponible sur la base de données de la FEBA. Donc là, je vous ai mis la fiche de l'homosalate. Voilà. Merci. Merci beaucoup de